Salut mon Yannou, comment tu vas? Oh, ça va et toi? Bon, allez, ok, on va faire ça. Moi, je m'appelle donc Yann Le Goff. J'ai envie de dire, j'avais 20 ans en 68. Voilà, ça commence comme ça. Bon, on va rentrer en politique. De là, j'ai été concerné par un parcours qui est très similaire à celui de Jean-Marie, sur beaucoup d'éléments. J'ai toujours été engagé au niveau syndical, par exemple, et tout en étant très impliqué aussi sur les questions politiques, euh, que ce soit l'écologie, mais aussi tout ce qu'on appelle le genre aujourd'hui, des choses comme ça, euh, jusqu'à aux dernières élections encore, où j'étais encore présent. Donc ça fait un demi-siècle de militantisme quand même, bout à bout. Si j'ai choisi Yann comme confident pour ce chant-là, c'est pas seulement uniquement parce qu'on a eu des chemins qui étaient un peu parallèles, mais aussi surtout que on a une capacité de dialoguer ensemble, même si on n'est pas d'accord sur tout, mais on a énormément d'échanges sur le plan politique, et c'est un ami, et c'est pour ça que je l'ai choisi comme confident. Voilà. Voilà. Et en plus, moi j'adore sa cuisine, je dois le dire. Quand il m'invite, c'est magnifique. C'est un paradis. Allez, donc, nous avons parlé de mai 68 comme point de départ en ce qui me concerne. Je pense que pour Jean-Marie aussi, mais il y a toujours un avant. C'est-à-dire que quand on s'ouvre politiquement à un moment donné, il y a eu des prémices. Et dans ces prémices, je pense que pour toi, Jean-Marie, par exemple, la question de la faim dans le monde a été quelque chose d'important. Oui, donc c'est un processus. Après, intellectuellement, il y a aussi un processus, c'est que je suis marxiste, hein, je le dis, je le suis resté. Je considère que les méthodes de pensée dialectique de Marx peuvent éclairer beaucoup un cheminement de réflexion sur le politique aujourd'hui. Et ensuite, je suis également matérialiste. Quand j'étais jeune, j'étais très catholique, très, comment dire, mystique même. Et puis, par mes études, je fais de la philosophie, progressivement, je suis devenu matérialiste et athée. Et matérialiste et dialectique marxiste, ça va bien ensemble. Voilà. D'une certaine façon, tu as développé une sorte de philosophie politique. Mais j'aimerais bien savoir comment tu as accédé à cette philosophie politique. Ça a d'abord commencé par l'université, à savoir que, bon, en philo, moi j'étais très Saint-Augustin au départ. Et puis ensuite, on a rencontré Kant comme tout le monde, ensuite Hegel. Hegel nous a permis d'accéder au matérialisme. Et puis ensuite, évidemment, la grande découverte au niveau philosophique, ça a été Marx, et je dirais toute la richesse et la systémie que la pensée marxiste peut avoir. Ce n'est pas uniquement du discours sur le discours sur la morale ou l'éthique ou quoi, c'est vraiment une philosophie du vivant dans tout son ensemble. Voilà. Et donc, intellectuellement et pratiquement, ce chemin-là s'est fait comme ça. Et puis après, j'ai été communiste, donc comme beaucoup, hein, comme près de 20 ou 30% des Français votaient communistes à l'époque. Tous les grands penseurs français ont été aussi communistes, ils en ont honte. Moi, j'en ai jamais eu honte, au contraire peut-être. Et j'ai fait des écoles du parti qui m'ont aussi beaucoup appris, à la fois sur le concret des luttes, hein, quelles qu'elles soient, et en même temps au niveau théorique, sur la manière d'analyser le champ du politique et ses seuils et ses biais, etc. Il y a une petite différence entre nous à ce niveau-là, c'est que moi j'ai jamais été au Parti communiste à cette époque-là, et j'ai plus été ce qu'on appelle un gauchiste. Hein, mon parcours vient plutôt moi de Camus, Sartre, puis après Freud et effectivement le matérialisme dialectique, Marx, etc. Donc on a des petits parcours et des regards un peu différents. Et j'aimerais quand même que tu parles peut-être de manière un peu plus thématique, comment tu vois les choses, par exemple par rapport à notre société. Par exemple, la question de l'individualisme, tu en penses quoi? Tout le processus du progrès humain
a été fait sous une forme d'individuation. Voilà. C'est-à-dire que petit à petit, le jeu, le sujet, est devenu de plus en plus prégnant et de plus en plus au centre du jeu. Mais on ne peut pas opposer le jeu avec le collectif. Ce serait une bêtise sans nom. Les deux marchent complètement. Un collectif sans personnalité, sans jeu, pour l'animer ou pour le faire marcher, c'est un collectif qui est mort. Et un jeu qui n'a pas de référence au niveau collectif, c'est un jeu qui n'existe pas, qui est idéaliste, qui n'a pas de matière. Voilà. Donc, en effet, si tu veux, ça marche bien, ça marche bien ensemble. Et je crois que moi, c'est un des traits de mon caractère, peut-être que toi aussi, c'est qu'on a du mal à ne pas penser les deux en même temps, quoi. Je suis assez d'accord avec toi avec ça. À savoir que dès qu'on évacue la question du collectif, on est sur des positions d'individus et de gens qui correspondent au modèle de nos sociétés, c'est-à-dire effectivement une position à la fois possédée, consumériste, avoir, y compris contre les autres. Alors que voilà, le danger est là. Et de l'autre côté, quand on n'a que du collectif, le danger c'est que le sujet n'existe plus, le désir n'existe plus, la liberté n'existe plus, et qu'on a affaire plutôt à des dictatures. Donc il faut effectivement tenir les deux. Hein. Je ne dis pas qu'on ait trouvé une solution à ce jour sur ces questions-là, mais on ne peut pas ne pas faire autrement. Il n'y a pas d'autre choix. Et qu'est-ce que tu penses, par exemple, du poids de l'argent, du profit, par rapport à tout ce qu'on vient de dire là? Je dirais que là, on est dans un système, économique qui est fondamentalement basé sur, et de plus en plus le système grandit, plus l'argent devient important. Au début du capitalisme, c'était la marchandise qui était importante, et la marchandise s'opposant au travail. Aujourd'hui, en effet, c'est de plus en plus la financiarisation de l'économie capitaliste fait que l'argent devient la référence et le moyen et le levier de marche de ce système. Le problème de l'argent, c'est qu'en même temps qu'il perce au niveau économique et financier, en même temps, au niveau social, il crée des inégalités qui s'accroissent de plus en plus. Et je dirais, entre un seigneur à l'époque et un serf, pourtant Dieu sait si éthiquement c'était différent, mais c'était pas finalement aussi différent qu'entre un Lagardère, un Pinault ou autre, et puis un ouvrier ou un manœuvre sur un chantier de BTP. C'est des mondes qui sont complètement différents. Alors qu'avant, c'était le même monde qu'ils habitaient. Aujourd'hui, les riches n'habitent pas le même monde. Voilà. Et cette obsession mercantile de l'argent, du profit, d'une manière honteuse la plupart du temps, fait que l'ensemble du système commence à se dégrader et à se dérégler complètement. Et là-dessus viennent tous les problèmes au niveau climatique que le capitalisme a lui-même créé et qu'il continue d'ailleurs à exacerber les effets, eh bien on est aujourd'hui au bord de la rupture. Mais la rupture, ça peut être une rupture complètement fasciste et dictatoriale, et une rupture complètement démocratique et révolutionnaire, quoi. Voilà. J'aimerais savoir pour toi, parce que ça représente un demi-siècle de militantisme, peut-être passé, quel a été ton itinéraire? Donc, moi, c'est comme toi, je suis né, c'est Colin Serrault qui disait, avant 68, aucun des jeunes ne savait ce que c'était que la politique, sauf ceux qui étaient encartés. Et en 5 mois, il y a eu cette sorte d'ébullition, de réflexion collective, à la fois sur la société, là c'était pratico-pratique et politique, en même temps, à la fois sur la société et à la fois sur le politique, qui a fait qu'en 4 mois, 80% des jeunes, des étudiants notamment, mais les jeunes ouvriers aussi, sont nés à la politique. Et c'est eux qui ont mené, alors après, avec leur force, le combat comme moi je l'ai mené ultérieurement. Mon travail était un travail politique, au sens merveilleux du terme. C'est-à-dire que j'ai travaillé pour les pauvres, et je faisais tout ça pour
pour que la société locale dans laquelle j'intervenais et dans laquelle j'avais des pouvoirs pouvait s'améliorer. Ensuite, disons, au début 95-96, c'était voilé. Là, j'ai rencontré l'écologie. Et donc, ça m'a, comment dire, énormément marqué, quoi, à ce propos-là. Et j'étais mal, parce que j'avais encore comment dire, mes analyses, mes soucis, mes références, tout était encore, entre guillemets, communiste ou post-communiste. Et rencontrer les Verts, et c'était une bande de drôles de mecs, hein, quand même. À l'époque, d'abord, il y avait plusieurs Verts, et il y avait des Verts de partout. Voilà. Et donc, il a fallu que là aussi. Les communistes n'étaient pas très verts. Et les communistes n'étaient absolument pas verts en même temps. Et en effet, comment dire, jusqu'en 2000, je veux dire, allez, jusqu'en 2004-2005, peut-être un petit peu plus tard, j'ai essayé de mettre le vert dans le rouge, ou le rouge dans le vert, en essayant de marier ce que 15 ans après, l'ami Mélenchon a quand même réussi à poser sur la table en disant oui, il existe un mariage possible entre le développement économique, un développement économique qui est répondant aux besoins des gens, et puis la satisfaction des besoins de la nature elle-même et de son équilibre, quoi. J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai été très très jeune plongé dans des travaux qui n'étaient pas contre mon éthique. Quand j'ai fait du développement local en Côte d'Ivoire, quand j'ai reconstruit et aidé à reconstruire des circuits commerciaux, aidé à reconstruire sur un nouveau lac la pêche, etc., je dirais que je faisais du bien. Voilà, je faisais du bien. Quand ensuite je suis rentré au CT, le premier truc qu'on a fait, hein, c'était on a travaillé sur des problèmes d'environnement. Dans le département où j'étais, le département urbanisme, habitat, environnement, c'était l'environnement. Quand le ministère ensuite a voulu monter des services habitat, logement dans les centres d'études techniques, de l'équipement, dans lequel donc j'ai pris un service habitat, là, c'était pareil, c'était par rapport au logement de plus démunis, au logement HLM, à la manière donc de penser la ville de telle manière à ce que les exclus y soient intégrés. Tout ça, c'est dans les années 80. Quand j'ai été responsable de différentes structures, sans rentrer dans les détails, ce qui était important pour moi, c'est de faire que les gens avec qui je travaillais, les salariés avec qui je travaillais, aient l'impression d'avoir une place à part entière comme responsable. Je faisais en sorte que le collectif soit toujours présent, que la décision soit collective le plus possible. Après, on sait très bien qu'il y a des contraintes qui sont liées aux hiérarchies, au financement, au cahier des charges, etc. Mais il y a des marges. Et c'est de ces marges-là, j'aimerais bien que tu parles, parce que je trouve dans ces marges-là, on incarne une certaine forme de politique. D'accord. Ouais. Alors, moi, il y aurait deux choses. La première, c'est, comment dire, quel sens on donne au travail que l'on fait, quel sens politique, au sens noble du terme, on donne dans le travail que l'on fait. Et donc, à chaque fois, dans l'équipe, si tu veux, dans les réunions de service, etc., essayer de revenir là-dessus, de dire c'est quoi le sens que l'on a, comme ça. Bon. Alors, c'est pas le politique au sens politicien du terme, en disant le gouvernement vient de nous dire qu'il fallait. Non, ça, à la limite, je m'en foutais, mais c'était de dire quel est le sens profond que l'on a. Et puis le deuxième truc, c'est, moi je disais que dans le collectif, il faut que chacun trouve sa niche écologique. Je crois que c'est effectivement une façon déjà d'être démocrate. C'est de la démocratie que de pouvoir faire ainsi. Alors, moi, j'ai du mal avec la démocratie aujourd'hui, parce que on a une forme de démocratie qui est la démocratie représentative, qui a été galvaudée, qui a été, comment dire, triturée, dénaturée. Une des choses qui manque
complètement, c'est qu'au départ, la démocratie représentative était liée à un retour. C'est-à-dire que tu devais rendre compte de ton mandat, avec les difficultés ou pas, les erreurs et tout que tu avais fait, mais le fait de rendre compte sur un objectif politique que tes gens t'avaient donné faisait progresser la conscience collective des gens. Donc il faut réinventer et ne pas opposer une nouvelle forme de démocratie qui est la démocratie participative. On va le dire comme ça, j'aime pas non plus trop ce nom-là, mais qui, sous des formes extrêmement diverses, prennent le citoyen comme sujet conscient, responsable de son présent et de son avenir, et capable donc de prendre des décisions qui vont l'engager, qui vont engager l'ensemble de la société. Et ça, c'est un travail monstrueux à faire, parce que ça va complètement à l'opposé de cette volonté de toujours déléguer, de toujours trouver quelqu'un qui va parler à ta place, etc. C'est très très difficile. On a des outils actuellement, mais bon, c'est très difficile. C'est qu'on a des outils pour pouvoir penser les choses, mais je pense qu'on a des outils pour commencer aussi à les pratiquer, mais ça ne se passe pas au niveau des hommes politiques et des politicards. Je dirais ça comme ça. La question qui se pose immédiatement derrière, qui est qu'on ne peut pas comment dire, laisser comme ça en plan, c'est la question du pouvoir. Et des rapports de force aussi. Et des rapports de force. Mais c'est la question du pouvoir. À un moment donné, sur une nation, sur un grand nombre de gens, quelles que soient les formes de démocratie qui sont à l'œuvre et qui produisent, à un moment donné, le pouvoir, c'est celui qui va décider et assumer globalement la décision. C'est pour ça que je suis à la fois pour le référendum d'initiative populaire et je suis pour la révocation. S'il y a plus de 50% des gens qui à un moment donné révoquent un élu, l'élu s'en va et puis c'est tout. Et il dit j'ai pas gagné, j'ai pas fait. Si la révocation était possible, les gens reviendraient vers les politiciens reviendraient vers le peuple, reviendraient rendre compte, viendraient expliquer pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché, etc. Non, t'es pas. Non, moi je suis assez d'accord avec ça, même tout à fait d'accord. Moi je repense à mes 20 ans, à tes 22 ans sans doute, et en 68, et nous voulions changer le monde et on y croyait. En tout cas, moi je sais que j'y croyais profondément. Je suis parti en usine en pensant qu'en étant avec les ouvriers, nous allions changer le monde. Je regarde ce qui s'est passé depuis 68 jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, il ne s'est pas du tout passé ce que j'imaginais. Ça a été mal en pire. Et on voit une chose quand même qui apparaît que je n'aurais jamais cru que cela puisse se passer, c'est le poids de l'extrême droite. Des Zemmour, des Marine Le Pen et d'autres partis, quand on regarde des pays qui passent à l'extrême droite, la Hongrie, etc. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu en penses de ça? Bon, j'en pense. Alors, peut-être je vais répondre sur deux plans. Premier plan, pour repartir de ce que tu viens de dire, il y a en effet, en même temps que le capitalisme s'est ultra libéralisé, etc., en même temps que le processus d'individuation que j'appelais de mes voeux pour rendre les gens plus responsables, l'individualisme s'est développé, les gens sont devenus, aujourd'hui on a la finance et la consommation. Alors qu'avant on avait le capital et le travail. On va dire ça comme ça, pour être très, très court et très bref. Mais, moi je ne suis pas totalement, je suis pessimiste, mais je ne suis pas, je continue, il faut continuer à se battre. Je suis un peu colibri, si tu veux. Et même si la forêt brûle, petit colibri que je suis, je vais quand même porter ma goutte d'eau et j'inciterai tous les gens qui sont autour de moi à porter leur goutte d'eau pour essayer d'éteindre son âme. Au moins, on aura fait ce qu'on avait à faire, on a pris nos responsabilités. Et puis, le deuxième plan, donc là, je vais me tourner vers ceux qui sont derrière cette caméra. Les jeunes aujourd'hui, ils ont une responsabilité individuelle et collective qui est énorme. Alors ils inventeront, moi je suis sûr que le militantisme à la papa tel qu'on l'a reconnu, il va disparaître, les formes d'engagement
vont également évoluer très très fortement, mais c'est leur responsabilité. Il faut qu'ils trouvent la conscience, la responsabilité et les moyens, les pratiques qui vont permettre de changer ce monde. Si eux baissent les bras, c'est terminé. Et c'est pas terminé, c'est terminé pour la civilisation. C'est aussi peut-être terminé également pour l'humanité, parce qu'on est dans un point de bascule. Ça fait depuis 2017, maintenant, c'est donc aux élections présidentielles de 2017, je me suis engagé, que j'ai quitté les Verts, et que je me suis engagé avec Sophie Camard dans la France Insoumise. Et ce qui m'a bouleversé dès le départ, ça a été justement le nombre de jeunes qui étaient là présents et qui travaillaient, enfin bon, et qui, comment dire, il y a un engagement, mais total, avec une force, une conviction. Et puis j'ai été aux journées, aux universités, enfin pas à l'université, aux amphis d'été de la France Insoumise, là, à Valence, et j'ai pu discuter aussi, enfin, une quantité incroyable de jeunes, enfin je veux dire, qui bat. Donc, en effet, la France Insoumise, dans la mesure où ce n'est pas un parti, parce que les jeunes vomissent aussi les partis, dans la mesure où ce n'est pas un parti, dans la mesure où c'est très large au niveau obédience, peut permettre à des gens à la fois de trouver comment dire, leur niche, hein, l'endroit où ils seront mieux, et en même temps d'avoir une vue d'ensemble d'une cohérence politique qui peut s'appliquer et changer et mener au pouvoir. Hein. Je veux dire, il n'a pas été loin quand même, le garçon. Là, donc il n'était pas loin. Hein. Et donc il est arrivé. Et donc c'est ces deux choses-là en même temps qui sont assez fabuleuses. Hein. Voilà. En tous les cas, comme tu le dis, la responsabilité nous incombe aussi. Dans la transmission, peut-être, de notre expérience, si elle peut être entendue, je ne sais pas. C'est pas évident que les jeunes puissent entendre, par exemple, tout ce qu'on vient de dire. Ça peut les faire chier, parce que, ma foi, ils s'embrouillent avec leurs idées, etc. Mais en même temps, derrière, il y a de l'histoire, il y a de l'expérience, il y a des choses à ne plus refaire, il y a des choses à se méfier, et puis il y a des choses bien hein, sur lesquelles on peut s'appuyer pour aller de l'avant. Ah bah, c'est une belle conclusion, ça aussi. Merci. Merci Yann, en tout cas, de ta contribution. Oh bah, c'est bien plaisir.